Sí, la situación que cuenta el documental ha empeorado notablemente en los últimos años. Donc ce qu'on voit dans le documentaire, là, ça a empiré fortement dans les dernières années. La guerra contra el narco que lleva 4 años, iniciada por Calderón, La guerre qui a commencé il y a 4 ans, enfin, qui a été commencée par Calderón contre les narcos, ha resultado un delirio. c'est devenu un délire. Porque no es una guerra contra el narco, Parce que c'est pas une guerre contre les narcos. es una guerra de una facción del narco contra otra facción del narco, con una parte del gobierno implicada en ella y colaborando. Parce qu'en fait, c'est une guerre d'un groupe de narcos contre les autres et avec le gouvernement qui collabore. A lo largo del documental, no sé si habrán dado cuenta, todos los funcionarios públicos vieron uno solo que pareciera inteligente. Je ne sais pas si vous avez vu dans le documentaire, mais sur tous les fonctionnaires qu'on voit publics, il y en a un seul qui paraît à peu près Que fuera intelligent. mínimamente coherente. Il n'y en a pas qui soient minimum cohérents. Todos están como tapando la basura debajo de la mesa, Ils ¿no? sont tous en train de mettre la poussière sous le tapis. La enorme mayoría de ellos fueron despedidos por corruptos, capturados por otros corruptos. La majorité d'entre eux ont été arrêtés pour corruption, ils ont été mis en prison, mais ils ont été arrêtés par d'autres corrompus. O sea, mientras no se resuelva en México el problema esencial, que es la construcción de una moral pública, Mais tant qu'on ne résout pas ce problème et qu'on ne construit pas une morale publique au Mexique, no hay solución. il n'y a pas de solution. En Juárez, en los últimos, Juárez se ha vuelto la ciudad más peligrosa del mundo. Juárez est devenue la ville la plus dangereuse du monde. Paradójicamente, uno puede caminar por Juárez, pero de repente alguien te dice, son las 8, no camines por ahí. On peut marcher comme ça, on est sur Juárez, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous dit « Attention, il est 8 heures, vaut mieux pas passer par là La violencia tiene algunas reglas, ». La violence a quelques règles, pero son extrañas porque además son reglas cambiantes, ¿no? mais elles sont étranges et puis elles sont changeantes. Un convoy del ejército que transporta a un preso de alto capo de una de las mafias del narco. Par exemple, il y a, voilà, un convoi avec un grand chef, un capo narco convoyé par la police. Son soldados de un batallón de Oaxaca del sur, no conocen el norte del México. C'est des soldats du sud, ils ne connaissent pas le nord du Mexique. Entonces llevan en la parte de delante una patrulla de la policía que los va guiando. Donc devant eux, il y a une patrouille de police qui les guide. En la parte de atrás otra. Derrière une autre. Y dentro 3 zombies con ametralladoras pesadas y après, el preso. 3 combis avec des mitrailleuses et puis le prisonnier. Se supone que es un traslado rutinario. On suppose que c'est la routine. Y de repente llegan a una esquina. Et puis ils arrivent à un croisement. La patrulla de adelante hace un doble cambio de luces. La patrouille devant fait 2 fois d'appel de phare. Y a 160 kilómetros por hora desaparece. Et à 160 à l'heure disparaît. La patrulla de atrás mete reversa y a 100 kilómetros por hora desaparece. La patrouille derrière, elle fait marche arrière et à 100 km/h, c'est parti. Y estos 3 zombies se quedan en medio de un fuego cruzado de ametralladoras. Et les 3 combis se trouvent pris dans un feu croisé de mitrailleuses. Las patrullas les patrouilles nunca aparecieron. Elles sont jamais apparues. Los patrulleros nunca aparecieron. On ne sait pas ce qui c'est. Les gens qui faisaient la patrouille, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Esta es una historia común y corriente. Et ça, c'est une histoire normale. Ça arrive tout le temps. De repente empezó a producirse un nuevo fenómeno. Todos los días hay nuevos fenómenos. Donc il y a de nouveaux phénomènes, mais tous les jours, il y a des nouvelles phénomènes qui la arrivent. llegada de un montón de pistoleros a un centro de desintoxicación. L'arrivée d'un tas de pistoleros dans un centre de désintoxication. Donde están recluidos jóvenes que quieren abandonar la droga. Où il y a des jeunes qui veulent arrêter la drogue. Donde hay supuestamente apoyo psicológico y farmacológico. Où il y a un appui psychologique et pharmaceutique. Y entonces ametrallan indiscriminadamente el centro. Et ils tirent là-dedans. 11, 12, 15 muertos. 11, 12, 15 morts. ¿Cuál es el sentido de esto? Quel est le sens de tout ça? Que los cárteles piensan que si se desintoxican pueden volverse soplones, pueden descolgarse del aparato. Peut-être que s'ils se désintoxiquent, ils vont devenir des balances. Enfin, ils vont raconter, ils vont sortir de ce système. A mitad de los puentes de la parte moderna de Ciudad Juárez, cadáveres colgados. Au milieu des ponts de la partie moderne de Ciudad Juárez, il y a des corps pendus. Y narcomantas.
Narco. Mantas, Des affiches des narcos. sí, grandes. Grandes, des grandes. Sí, que dicen, ya sabemos que tú los estás apoyando, dirigidos a un funcionario público acusándolo de colaborar con otra banda. Donc ça accuse certains fonctionnaires publics de collaborer avec la bande d'en face, une des autres bandes. Los textos de las narcomandas han sido prohibidos que se difundan en los medios de comunicación, Donc c'est interdit que ça soit diffusé dans les médias. con el argumento de que no vamos a hacer publicidad a las Para fuerzas hacer, del crimen, ¿no? De la publicité aux forces du crime. Pero con el argumento de fondo que es, cada vez que aparece una narcomanta denuncia a un funcionario público de alto nivel. Mais surtout le problème, c'est que chaque fois qu'il y a des panneaux comme ça, c'est pour dénoncer des fonctionnaires de haut niveau. Han cambiado cientos, probablemente miles de funcionarios públicos de nivel medio y alto. On a changé des centaines, peut-être même des milliers de fonctionnaires comme ça, de niveau moyen et haut. Y sigue igual. Et c'est toujours pareil. Porque si no hay moral pública, un jefe de policía que cobra 15,000 pesos mensuales, 25,000 pesos mensuales, o sea, 1.200, 1.300 euros. Parce qu'il n'y a pas de morale publique. Un chef de la police, il touche 1.200 euros, donc 2.500 pesos. El narco le puede ofrecer 10 veces su salario Un para que narco, il lui trabaje offre para ellos. 10 fois son salaire pour qu'il travaille pour eux. Y si no hay moral pública, Et s'il n'y a pas de morale publique, está haciendo lo mismo, trabajando para unos o para otros, tortura, ils font la même chose, pour travailler pour les fabrica uns les autres. culpables, asesina. Donc ils torturent, ils fabriquent des coupables, ils assassinent. Y el gobierno ha fracasado Et le gouvernement a échoué absolutamente, complètement. porque Calderón negoció con los Estados Unidos, yo te voy a regalar una guerra contra el narco. Parce que Calderón, il a dit aux États-Unis, je vais t'offrir la guerre contre le narco. Que es una guerra además que tiene su origen en Estados Unidos. Qui en plus, c'est une guerre qui a son origine aux États-Unis. La guerra, el narco produce y transporta droga hacia las grandes zonas de consumo norteamericanas. Parce que les narcos, c'est vers les États-Unis, c'est les États-Unis qui achètent. Por la frontera bajan los dólares, por la frontera suben. Donc la frontière, il y a la drogue qui monte et les dollars qui descendent. Sin embargo, a lo largo de estos años, estos 4 últimos años, la cifra de muertos en México en esta guerra llega cerca de 50,000 personas. Donc les 4 dernières années, les résultats de cette guerre au Mexique, c'est environ 50 000 personnes. Pongan esa cifra junto a las cifras de Afganistán. Vous mettez ça à côté des chiffres d'Afghanistan. Palidece la cifra de Afganistán. Sin embargo, esta guerra no está en el centro informativo internacional. Mais cette guerre, voilà, on la voit pas dans toutes les nouvelles internationales. Aparece y desaparece de manera caótica, ¿no? On la voit qui arrive, qui repart de façon chaotique. Bien, 50,000 muertos del lado mexicano. ¿Cuántos del lado norteamericano? Donc 50 000 morts mexicains et combien du côté des États-Unis? En la zona de frontera, Texas, Nuevo México, Texas, Nouveau California. Mexique, California. 157. 157. Tú puedes comprar, les contaba ayer, una bala en los pueblos fronterizos por 7 centavos de dólar. On peut acheter une balle pour 7 centimes de dollars dans tous les petits villages, dans toutes les villes de la frontière Solo américaine. necesitas tu licencia de conducir Il suffit d'avoir le permis de para conduire comprarla. pour l'acheter. Y ni siquiera toman nota de tu Et nombre. il ne note même pas, il ne regarde même pas qui tu es. Esa bala mata a un mexicano al día siguiente. Le jour suivant, cette balle, elle tue un Mexicain. No hay control financiero. Il n'y a pas de contrôle financier. Toda la banca norteamericana y mexicana de la barra fronteriza está colaborando en el lavado de dinero. Toutes les banques des deux côtés de la frontière collaborent dans le blanchiment d'argent. La estructura de inteligencia del lado mexicano está en manos de una o de otra banda de narcos. Tous les services d'espionnage côté mexicain, ils sont tous dans les mains de un ou d'autres bandes de narcos. Mientras el gobierno mexicano, no apoyado por la inmensa reacción de la ciudadanía que está harta de esto, Tant que le gouvernement mexicain, appuyé par l'indignation terrible de toute la population qui n'en peut plus, no barra ne fait pas un grand de una nettoyage, manera radical mais un nettoyage radical, toda la estructura de la ley y el orden,
toutes les structures de la loi et de l'ordre. Policía, ejército, policías municipales, sistema judicial, sistema carcelario. Donc les polices fédérales, locales, l'armée, la justice, le système carcéral. No hay salida. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de solution. Il faut ajouter donc à ces 50 000 morts mexicains, 20 000 morts guatémaltèques, ce qui va nous amener malheureusement à la triste somme de 70 000 morts mésoaméricains face à ces 157 morts états-uniens. Il convient de dire que, d'une manière générale, une part importante et anormale de ces victimes sont des femmes. Vous l'avez vu dans le documentaire, et c'est vrai également au Guatemala, les femmes sont dans une période sociale de leur histoire où elles deviennent des chefs de famille, où elles travaillent dans des usines délocalisées, et où elles sont dans une période qui est une période d'émancipation pour elles, de conquête de droits, de demande que leurs droits soient reconnus, celui d'aller seul dans un bar avec des copines boire une bière, d'aller en discothèque, de se promener en ville, de porter la tenue qu'elles souhaitent porter. Et le message qui est adressé par la société des hommes à ces femmes qui s'émancipent est un message de mort, un message de violence. Et on voit aujourd'hui que, au final, la présence, l'omniprésence de la narco-violence fait que, qu'il s'agisse du Guatemala, qu'il s'agisse de Ciudad Juárez, l'impunité qui découle de cette situation rend possible le fait que la chasse aux femmes soit un loisir. Et donc il faut le dire aussi brutalement parce que la vérité est malheureusement aussi brutale. Et puis il y a aussi autre chose, en tout cas dans cette histoire de féminicide, c'est comme le disait Paco, il y a 50 000 morts. Je ne veux pas tenir une comptabilité macabre, mais les femmes continuent à être assassinées aujourd'hui à Ciudad Juárez. Il y a toujours entre 40 et 50 femmes assassinées, comme on a vu là. Sauf qu'on n'en parle plus, puisque la pseudo-guerre entre cartels a fait tellement de morts. Je crois que l'an dernier, il y a eu 1900 assassinats à Juárez. Donc la quarantaine ou la cinquantaine de femmes, c'est horrible à dire, elles ne comptent plus du tout, enfin on n'en parle plus. Outre le fait qu'il y a un certain nombre d'associations de femmes qui tiennent plus parce qu'il y a manque de moyens et donc elles peuvent plus communiquer autour de ça. Esther Chavez de Casa Amiga est décédée il y a 2 ans d'un cancer. Enfin voilà, il y a un certain nombre de femmes qui tenaient un peu qui étaient très revendicatrices, qui ne sont plus là. Et c'est un vrai problème, en tout cas pour ce qui concerne le féminicide, c'est qu'on n'en parle plus parce que c'est noyé dans les milliers de morts de la guerre entre cartels. Et il y a aussi autre chose qui explique peut-être l'impunité. Je ne veux pas faire de politique, tout ça, mais le Mexique est un système fédéral. Il ne faut pas oublier ça. Ça veut dire qu'il y a une police fédérale, avec un code pénal fédéral, avec une constitution nationale, mais l'État de Chihuahua. Mais après, chaque État mexicain a également sa constitution, a également son ministre de la Justice, a également son code de procédure pénale, et un assassinat, un meurtre dans l'État de Chihuahua n'est pas traité par la police fédérale, mais par la police locale. Et comme c'est eux les plus corrompus, voilà, c'est compliqué. Il y a un vrai souci de fond, comme disait Paco. C'est plus qu'un coup de balai qu'il faut faire. C'est limite même une réforme constitutionnelle. Nous, quand on a vu la ministre de la Justice de l'État de Chihuahua, c'était juste une blague, quoi. On n'a pas compris. On s'est dit, mais attendez, le code de procédure pénale de Chihuahua n'est pas le même que le code de procédure pénale national, donc il y a des soucis. Et les fédéraux, un certain nombre de fédéraux qui sont un peu moins corrompus, ils ne sont pas tous corrompus, mais voilà, il y a quand même des agents fédéraux qui ont les mains propres et qui travaillent, nous ont expliqué que eux, ce qu'ils cherchaient, c'était de pouvoir récupérer toutes les affaires pour pouvoir enquêter réellement. Sauf qu'ils ne peuvent pas, puisque ce n'est pas considéré comme un délit fédéral, l'assassinat. Donc ce qu'ils essayaient de faire, c'était eux-mêmes essayer de contourner la loi
en prenant par exemple un cas, un deuxième cas ou un troisième cas de femmes assassinées, en y injectant de manière un peu, voilà, on peut le dire quasiment illégale, un soupçon de trafic de drogue. Puisque le trafic de drogue est un délit fédéral, et donc du coup c'était pour en fait s'accaparer les affaires, les dossiers, et pouvoir enquêter à fond. Donc il fallait aussi expliquer aux familles des victimes qui évidemment disaient mais ma fille elle n'a rien à voir avec le trafic de drogue, elle s'est juste fait assassiner en rentrant de l'usine, que oui on est au courant et tout, mais comme les flics locaux sont tous pourris, on va nous essayer de récupérer le dossier, mais pour récupérer le dossier il faut qu'on explique que ta fille peut-être elle est liée à un trafic de drogue. C'est compliqué, schizophrénique pour les familles. Qu'est-ce qui fait le prix d'un kilo de cocaïne, au fond? Et c'est très important comme réflexion dans ce qui se passe. Et ça explique pourquoi les guerres contre les cartels sont des guerres folles. Qu'est-ce qui fait le prix d'un kilo de cocaïne? C'est son illégalité. C'est-à-dire que si la cocaïne n'est pas illégale, au fond, le vrai prix d'un kilo de cocaïne, c'est le prix d'un kilo de café, en termes de production pure. Donc la seule chose qui fasse le prix d'un kilo de cocaïne, c'est son illégalité. Et ça procure au cartel des moyens absolument considérables au Mexique, au Guatemala, mais pas seulement. Au Brésil, c'est la même chose. Il faut se rappeler que l'an dernier, les cartels brésiliens ont descendu un hélicoptère de l'armée avec un missile sol-air devant les caméras de télé. Qu'est-ce qu'on a face à ça? Alors, au Mexique, on l'a vu. Au Guatemala, la brigade anti-féminicide, c'est 9 agents, avec des ordinateurs attachés à un bureau par des câbles de vélo pour pas que quelqu'un les vole, pas d'armes personnelles en dehors d'un pistolet qui n'est pas très développé ni très précis, pas de radio dans l'unique voiture de la brigade, c'est-à-dire qu'en cas de pépin, il faut appeler des renforts avec son téléphone portable personnel. Voilà ce qu'il y a en face de ça. Et le problème, c'est que très souvent, par ailleurs, la police, qui est censée enquêter quand elle enquête, et qui parle des problèmes de narcotrafic et qui va les lier éventuellement aux problèmes de féminicide, elle est une partie constituante et constituée du narcocrime organisé. Bon, je vous avais dit que je ne parlerais pas beaucoup, vous voyez, je ne m'étais pas trompé. Par contre, comme on est dans un cinéma, j'aimerais revenir à quelque chose, Paco, le vendredi soir, il a dit une phrase et puis on n'a jamais pu revenir dessus. Il a dit que tout avait commencé avec La soif du mal d'Orson Welles. Et il voulait nous parler de La soif du mal. Sí, no todo había empezado, pero había empezado a contarse con esa película. Ça avait commencé à se raconter avec ce film. Que es una película que supuestamente cuenta Tijuana y la conexión del otro extremo de la frontera, del extremo oeste. Donc là, c'est Tijuana et l'extrême ouest de la frontière. Sí, además, últimamente apareció las notas de Orson Welles de cómo debería haber sido hecha la película, 52 cuartillas de notas. Et là, on vient de trouver des notes d'Orson Welles de comment ça aurait dû être monté ce film. Porque a Orson Welles le quitaron el derecho de montaje del último momento del film, la productora. Il n'a pas eu le droit de monter le film, il n'a pas eu le droit de monter la fin du film. Le producteur lui a interdit. Y la versión que todos hemos visto a lo largo de los años no es la versión de Orson Welles. Et donc la version qu'on a tous vue, c'est pas celle d'Orson Welles. Pero ahora hay un remontaje siguiendo las instrucciones de Welles. Mais on est en train de refaire un montage pour suivre ses instructions. La película es notable, notable. Et c'est un grand film. Sí. Ahora palidece al lado de lo que estamos viendo. Bon, certes, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on voit maintenant. De cualquier manera tiene una inmensa virtud. Los corruptos en esa película son los gringos. Mais c'est un grand avantage, c'est que les corrompus dans ce film, ce sont les gringos.